Bonjour. Bonjour, est-ce que vous me recevez? Nantes. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors, on va commencer avec la correction du dernier exercice qui reste dans la série 3, l'exercice 5. J'espère que vous avez eu le temps de reprendre le cours qu'on a fait la dernière fois concernant les changements de variables. C'est la partie la plus importante dans l'application de la notion de la différentielle et de la matrice jacobienne. Donc, dans l'exercice 5, on vous dit soit l'équation différentielle dérivée partielle de f par rapport à x moins 3 fois dérivée partielle de f par rapport à y est égale à 0. Donc, c'est une équation différentielle que l'on ne peut pas résoudre telle qu'elle est écrite ainsi parce qu'il s'agit d'une équation et de deux inconnus. On vous demande de déterminer les solutions f de classe C1, donc les fonctions f à deux variables définies sur R2 à valeur dans R de classe C1. Et on vous propose de faire le changement de variable suivant. On vous le donne, le changement de variable. Donc, on vous propose de faire le changement de variable U égale à X et V égale 3X plus Y. D'accord? Bon, alors si U est égal à X et V égale 3X plus Y, donc je vois tout de suite que je vais remplacer X par U et Y par moins 3U plus V. Y, comme j'ai V équivaut 3X plus Y, donc Y égale moins 3X plus V, c'est-à-dire moins 3U plus V. Là, je viens d'exprimer X et Y en fonction de U et V. Okay? Donc là, je viens de donner ce que vaut le C, un difféomorphisme phi avec lequel je vais composer la fonction f. Je vais faire le changement de variable x égale u, y égale moins 3u v. D'accord? Le changement de variable qui a été proposé, qui a été donné. Bien sûr, le but de mon changement de variable, comme on l'a fait la semaine dernière pour le changement de variable en coordonnées polaires, c'est toujours de réduire le nombre d'inconnus dans l'équation différentielle initiale. Donc, je vais composer petit f avec ce C1 difféomorphisme phi. Alors, j'affirme que phi est un C1 difféomorphisme, c'est évident ici. Pourquoi phi est un C1 difféomorphisme? Pourquoi l'application phi est un C1 difféomorphisme? L'application qui a UV associe le couple U moins 3U plus V. Donc, c'est une application. De classe C1 et bijective. Oui, elle est de classe C1. Elle est bijective. On vient juste de donner phi moins 1. Phi moins 1, c'est quoi? Quelle est l'expression de phi moins 1? X ou 3X plus Y. Oui, c'est la fonction qui est également définie sur R2, qui a valeur dans R2, qui a un couple XY fait associer X et 3X plus Y. En fait, phi moins 1, c'est l'expression même du changement de variable qui a été donné. D'accord? Phi moins 1, c'est la fonction définie sur R2 à valeur dans R2,
Il y a xy associe x, 3x plus y. Chacune de ces fonctions coordonnées de classe C1, donc c'est une fonction de classe C1. Donc, si on récapitule, phi et phi moins 1 sont de classe C1, phi est bijective, donc je peux affirmer que phi est un C1 difféomorphisme. Sinon, bien sûr aussi, en utilisant le théorème qu'on a déjà vu, on peut aussi identifier la matrice jacobienne de phi et dire que la matrice jacobienne de phi a un jacobien qui est différent de 0. Donc, d'après le théorème qu'on a précédemment appliqué auparavant, qui nous donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'une application linéaire injective définie sur un ouvert soit un C1 difféomorphisme. Donc, il suffit juste ici de voir que le jacobien de phi, c'est-à-dire le déterminant de la matrice jacobienne, est différent de 0. Bon, je reviens à la composée de petit f avec ce C1 difféomorphisme phi. Donc, je vais considérer grand F égale F rond phi. Donc, grand F, c'est la fonction définie sur R2 également à valeur dans R. Et un couple UV va faire associer F rond phi de UV, c'est-à-dire F petit f au point U moins 3U plus V. D'accord? Bon. La semaine dernière, dans l'exercice 6, c'est ce qu'on avait fait, si on veut faire l'analogie avec ce qu'on avait fait la semaine dernière. Phi, c'était le C1 difféomorphisme changement de variable en coordonnées polaires. Donc, phi, c'était tout simplement la fonction. C'était quelle fonction, le changement de variable en coordonnées polaires? Qui est tout R θ associé R cos θ et R sinus θ. Exactement. Donc, phi, c'était le C1 difféomorphisme qui a R θ associé R cosinus θ et R sinus θ. Donc, on avait fait le changement de variable x égale R cosinus θ et y égale R sinus θ. D'accord? Et on a obtenu une nouvelle fonction grand F qui vaut F rond phi. Bon, notre but, vous l'avez vu la semaine dernière, c'était avec cette fonction grand F, c'était de simplifier le nombre d'inconnus dans l'équation différentielle. Du coup, donc, on avait une équation différentielle vérifiée par une seule inconnue qui était grand F, ce qui nous permettait de retrouver grand F. Ça, c'est la première partie de la résolution de l'équation différentielle. Une fois qu'on a grand F, bien sûr, il faut retrouver petit f. Comment je passe de grand F à petit f? Comment je retrouve petit f quand j'ai grand F? Soit par la composée de phi moins 1 ou bien par le système des F. Oui. Donc là, ce qu'on fait en pratique dans toutes ces applications-là, c'est de composer avec phi moins 1. D'accord? Phi est un C1 difféomorphisme, donc phi admet une fonction réciproque phi moins 1. Petit f est égal à grand F rond phi moins 1. Donc, une fois que j'ai grand F, il suffit juste de composer avec phi moins 1, la réciproque de phi, pour retrouver petit f. Bon, alors on va appliquer tout ça dans notre cas. Donc, on est arrivé à cette étape-là où j'ai grand F de UV qui vaut petit f au point U moins 3U plus V. Alors, bien sûr, maintenant, ce qui va relier les dérivées partielles de grand F et les dérivées partielles petit f de petit f, c'est bien sûr la relation qu'il y a entre les matrices jacobiennes, respectivement, de grand F, de petit f et de phi. Comme grand F vaut F rond phi, donc la matrice jacobienne de grand F au point UV est égale à la matrice jacobienne de petit f en quel point? Phi de UV. Phi de UV
fois la matrice jacobienne de phi au point UV. Okay, donc, je suis en train juste de traduire matriciellement comment s'écrit l'égalité grand F égale F rond phi. Donc, je répète, grand F égale F rond phi implique que la matrice jacobienne de grand F au point UV égale la matrice jacobienne de petit f au point phi de UV, attention, fois la matrice jacobienne de phi. Alors, la matrice jacobienne de grand F, ça va être une matrice à combien de lignes, combien de colonnes ici? Une ligne de colonne. Une ligne de colonne, puisque grand F est défini sur R2 et elle est à valeur dans R. La même chose pour petit f, puisque petit f est défini sur R2 et à valeur dans R. La matrice jacobienne de petit f, c'est une matrice à une ligne de colonne. Par contre, phi, le changement de variable, le C1 difféomorphisme phi, il est défini sur R2, il est à valeur dans R2, donc la matrice jacobienne de phi sera une matrice à deux lignes de colonne. Okay. Bon, alors sur la matrice jacobienne de phi, sur la première ligne de la matrice jacobienne de phi, qu'est-ce que je vais prendre? Ce que je vais faire? La dérivée partielle par rapport à U et par rapport à V de la première fonction coordonnée de phi de UV. Exactement. Donc, je prends la première fonction coordonnée de phi de UV, c'est-à-dire U, tout simplement. Hein. La première fonction coordonnée de phi de UV, c'est la fonction qui a UV associe U. C'est la projection sur la première composante. Donc, je dérive d'abord par rapport à U, ça donne 1. Je dérive ensuite par rapport à V, ça donne 0. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai comme coefficient sur la première ligne de la matrice jacobienne de phi. Sur la deuxième ligne de la matrice jacobienne de phi, maintenant, je vais prendre la deuxième fonction coordonnée de phi, c'est-à-dire la fonction qui a UV associe moins 3U plus V. Je vais d'abord dériver par rapport à U, ça va donner moins 3. Ensuite, je vais dériver par rapport à V, ça va donner 1. Donc, finalement, on obtient la matrice suivante, donc la matrice 1, 0, moins 3, 1, la matrice jacobienne de phi. Alors, en ce qui concerne, bien sûr, les matrices jacobiennes de grand F et de petit f, ce sont, on a dit, des matrices à une ligne de colonne. Donc, je vais avoir pour grand F dérivée partielle de grand F par rapport à U et dérivée partielle de grand F par rapport à V. Pour la matrice jacobienne de petit f, c'est exactement la même chose. Donc, dérivée partielle de petit f par rapport à x, la première variable, et dérivée partielle de petit f par rapport à y, la deuxième variable. Vous faites juste attention parce que les dérivées partielles de petit f par rapport à la première variable et par rapport à la deuxième variable, je les prends au point phi de UV. C'est-à-dire, je les prends au point U moins 3U plus V, comme c'est marqué devant vous. Okay. Alors, je fais ce produit matriciel. Donc, en fait, quand je fais ce produit matriciel, je vais obtenir un système à deux équations. Je vais avoir d'abord l'expression de la dérivée partielle de grand F par rapport à U, en fonction des dérivées partielles de petit f par rapport à x et de petit f par rapport à y. Et je vais aussi avoir l'expression de la dérivée partielle de grand F par rapport à V au point UV en fonction des dérivées partielles de f par rapport à la première variable et par rapport à la deuxième variable. Bon, alors parmi ces deux équations écrites, il y en a une que je vais utiliser, c'est laquelle? C'est la dérivée partielle de grand F par rapport à U en fonction des dérivées partielles de F par rapport à X et de dérivées partielles de F par rapport à Y. D'accord? Alors, quand je fais le changement de variable X égale à U et Y égale moins 3U plus V, l'équation différentielle initiale qui a été donnée,
elle va s'écrire tout simplement dérivée partielle de grand F par rapport à U au point UV qui est égal à 0, bien sûr, quel que soit UV appartenant à R3R. On est d'accord? Ce que j'ai gagné ici, c'est que je n'ai plus deux inconnus, mais j'ai une seule inconnue dans l'équation différentielle que j'obtiens. Et la seule inconnue ici, c'est la fonction grand F. D'accord? Alors, je vais m'arrêter à ce stade et poser la question suivante. D'après le travail qu'on vient juste de faire, que pensez-vous du changement de variable qu'on a utilisé? Est-ce qu'il est unique? Est-ce que le changement de variable qu'on a fait dans le but de réduire le nombre d'inconnus dans l'équation différentielle, est-ce que ce changement de variable est unique? Non, madame. Non, bien sûr, parce que en fait, ce que j'ai utilisé, comme vous le voyez, c'est juste la première colonne de la matrice jacobienne de phi. Vous voyez, les seuls coefficients que j'ai utilisés dans la matrice jacobienne de phi, ce sont les coefficients qui se situent sur la première colonne, c'est-à-dire le 1 et le moins 3. J'avais besoin juste du 1 et de moins 3. Donc, en fait, pour la deuxième colonne, où j'ai les coefficients 0 et 1, je pouvais avoir d'autres coefficients. De toutes les manières, ça ne va pas du tout changer l'expression de l'équation différentielle que je vais obtenir. Est-ce que vous êtes d'accord que les coefficients 0 et 1 ici n'ont pas du tout intervenu? Vous êtes d'accord? Oui. Oui, donc en fait, je pouvais prendre un autre changement de variable. L'essentiel, c'était juste d'avoir le 1 et le moins 3. Donc, par exemple, je pouvais avoir phi de UV, ce n'est pas la fonction U et moins 3U plus V, c'est par exemple la fonction U et moins 3U plus 2V ou plus 5V, ou je pouvais avoir la fonction qui a UV associe U plus V et moins 3U plus 5V. Ça va donner toujours, sur la première colonne de la matrice jacobienne, 1 et moins 3, et ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc, peu importe des deux autres coefficients qui vont se situer sur la deuxième colonne. Bien sûr, il faut toujours que le déterminant de la matrice jacobienne soit différent de 0, pour que ça soit un changement de variable. Vous avez compris? Donc, à partir de ma remarque, vous avez aussi normalement compris comment je choisis mon changement de variable. Pourquoi on a choisi un tel changement de variable? C'était tout simplement dans le but d'avoir 1 et moins 3 sur cette première colonne-là. D'accord? Donc, vous voyez comment se fait le choix de la changement de variable. Bon, alors je reviens à l'équation différentielle, la nouvelle équation différentielle que j'ai obtenue suite à mon changement de variable. Donc, j'ai dit, l'équation différentielle va s'écrire dérivée partielle de grand F par rapport à U au point UV est égale à 0. Donc, ceci implique que la fonction grand F qui dépend des deux variables U et V, en fait, c'est une fonction qui va dépendre uniquement de la deuxième variable V, puisque quand vous la dérivez partiellement par rapport à U, vous obtenez 0, quel que soit UV appartenant à R2. Donc, grand F de UV, c'est une fonction psi qui dépend de V, où psi, c'est une fonction quelconque, arbitrairement choisie, quelle que soit la fonction psi que vous choisissez. Il suffit juste qu'elle soit de classe C1. Pourquoi de classe C1? Parce que n'oubliez pas que les fonctions f, les solutions de l'équation différentielle que je suis en train de chercher sont des fonctions de classe C1. Donc, je vais juste imposer à la fonction psi qu'elle soit de classe C1 sur R. Bien sûr, psi, c'est une fonction à une seule variable. Ce que j'ai là, c'est psi de V. Grand F de UV est égal à psi de V, où psi, c'est une fonction de classe C1 quelconque choisie arbitrairement. Bon, alors maintenant, la troisième étape,
la dernière étape dans la résolution de mon équation différentielle, c'est bien sûr retrouver petit f. Autrement dit, ici, ce qu'on va faire, on peut le mentionner comme on peut passer directement à l'expression de petit f. En fait, ce qu'on est en train de faire ici, c'est composer avec phi moins 1. Quand j'écris grand f de uv, c'est petit f de u moins 3u plus v. Et quand je passe après à f de xy, en fait, je suis en train de composer avec phi moins 1. Écrivez-le, s'il vous plaît. Donc là, j'ai f de xy, n'oubliez pas, donc petit f de xy, c'est grand f rond phi moins 1 de xy. Vous êtes d'accord? Je suis en train juste de justifier le dernier passage. Donc, j'ai dit petit f de xy, c'est grand f rond phi moins 1 de xy. Je remplace phi moins 1 par x, phi moins 1 de xy par x et 3x plus y. Donc, petit f de xy, c'est grand f de x, 3x plus y, et grand f au point x, 3x plus y, c'est exactement psi au point 3x plus y. D'accord? Donc, sans le dire ici, mais en fait, pour passer de grand f à petit f, ce qu'on est en train de faire, c'est composer avec phi moins 1. J'insiste beaucoup sur ça, c'est pour ça qu'un changement de variable doit toujours être bijectif. Je ne peux faire un changement de variable qu'avec un C1 difféomorphisme. Il faut que ce changement de variable soit bijectif. Et alors, comme toutes les solutions des équations différentielles, quand vous aboutissez au bout à une solution, qu'est-ce que vous faites sur vos brouillons? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez la solution finale? Sur le brouillon, qu'est-ce que vous faites? Je vous écoute. Vérification. Oui, vous faites une vérification. Donc là, on a obtenu l'expression de petit f, la forme de toutes les fonctions f à deux variables de classe C1 qui vérifient l'équation différentielle initiale. Donc, j'ai trouvé petit f au point xy, c'est psi de 3x plus y. Donc, je vais faire la vérification. Je dérive partiellement petit f par rapport à x. Ça va donner quoi? Quand je dérive partiellement par rapport à x. Je vous écoute. Vous êtes à l'écoute? Quand je dérive partiellement par rapport à x, petit f au point xy, ça donne quoi? Vous n'avez pas la réponse? 3 phi de 3x plus y. 3 fois psi prime. Ah oui, plus prime. D'accord, oui. Je dérive psi au point 3x plus y. Donc, ça va faire 3 fois psi prime, la dérivée de psi au point 3x plus y. N'oubliez pas que psi, c'est une fonction à une seule variable. Hein. Si elle est définie sur R, elle est à valeur dans R, elle est de classe C1. Donc, quand je dérive partiellement petit f par rapport à x, ça va donner 3 fois la dérivée de psi au point 3x plus y. Et quand je dérive partiellement par rapport à y, la fonction f, la dérivée partielle de petit f par rapport à y, ça va donner la dérivée de psi au point 3x plus y. Quand je fais, bien sûr, dérivée partielle de petit f par rapport à x moins 3 fois dérivée partielle de petit f par rapport à y, ça va donner 3 fois psi prime au point 3x plus
plus y, moins 3 fois psi prime au point 3x plus y. Et ça, bien sûr, ça va donner 0, le 0 auquel on s'attend. D'accord? Donc là, juste au bout de la résolution, comme on a eu toujours le réflexe de le faire, on peut vérifier si la forme générale des fonctions f qu'on a trouvées vérifie bien l'équation différentielle. Bon, alors on passe maintenant à la deuxième équation différentielle qui est un tout petit peu je dirais plus délicate. Alors plus délicate justement, juste dans le sens où ici pour ce changement de variable, il faut juste vérifier qu'il s'agit d'un changement de variable, d'un C1 difféomorphisme sur R étoile croix R. En effet, donc on vous propose de faire le changement de variable U égale à X et V égale X fois Y. Je répète, on vous dit faites le changement de variable, effectuez le changement de variable U égale à X et V égale X fois Y. Donc exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais avoir X qui est égal à U et Y qui est égal à V sur X. Y est égal à V sur X. Donc Y est égal à V sur U. J'ai divisé ici par U, donc U appartient à R étoile. U est différent de 0. Voilà la seule subtilité, là où il faut faire attention dans ce cas-là. Donc, pour ce C1 difféomorphisme, pour ce changement de variable, vous devez voir que U appartient à R étoile. Vous devez voir donc que phi est défini sur R étoile croix R. D'accord? Donc, phi est défini sur R étoile croix R. Donc, c'est l'application qui a un couple UV. C'est associé U et V sur U. Donc, phi est défini sur R étoile croix R et aussi il est à valeur dans R étoile croix R. Pi moins 1, c'est l'application qui a été donnée, c'est le changement de variable qui a été proposé dans l'énoncé même. Donc, c'est la fonction qui a xy associe x et x fois y. Okay. Alors, si on détermine ici la matrice jacobienne de phi, ça va être une matrice carrée d'ordre 2. Sur la première ligne de la matrice jacobienne de phi, je vais prendre la première fonction coordonnée de phi, c'est-à-dire u, dérivée premièrement dans un premier temps, je vais dériver par rapport à u, ça va donner 1. Ensuite, je vais dériver par rapport à v et ça va donner 0. Donc voilà les deux coefficients qui se situent sur la première ligne de la matrice jacobienne. Donc, je dérive partiellement la première fonction coordonnée par rapport à la première variable u, ça donne 1. Je dérive partiellement par rapport à la deuxième variable et ça donne 0. Alors maintenant, sur la deuxième ligne, maintenant je vais m'occuper de la deuxième fonction coordonnée de phi, c'est-à-dire v sur u. La fonction qui a uv associe v sur u, la deuxième fonction coordonnée de phi. Je dérive par rapport à la première variable, ça va donner moins v sur u au carré. La première variable, c'est-à-dire u. Hein? Donc, je dérive v sur u par rapport à u, ça va donner moins v sur u au carré. Ensuite, je vais dériver par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire par rapport à v, et ça donne 1 sur u. J'obtiens ainsi la matrice jacobienne de phi au point UV. Quand vous calculez le déterminant de cette matrice jacobienne, quand je calcule le jacobien de cette matrice jacobienne, ça va donner 1 fois 1 sur U, ça donne 1 sur U, c'est bien sûr un réel qui est différent de 0. Donc j'ai bien un C1
difféomorphisme ici. D'accord? Donc, phi, c'est un C1 difféomorphisme. Je répète encore, là où il faut juste faire attention ici, c'est dans le domaine de définition de phi, du changement de variable phi. Phi est défini sur R étoile croix R. Bon, alors maintenant, la méthode est toujours la même. Vous l'avez compris, à chaque fois quand je dis que je vais faire un changement de variable, c'est-à-dire je vais considérer la fonction grand F qui vaut F en phi, je vais composer petit f avec phi. Donc petit f, c'est la fonction qui a xy associe f de xy. Je vais faire le changement de variable x égale à u et y égale à v sur u. Donc, en fait, je vais composer avec phi. Je vais obtenir une nouvelle fonction grand F. Grand F, bien sûr, elle sera ici définie sur R étoile croix R à valeur dans R. Donc, c'est la fonction qui a UV associe petit f au point U, V sur U. J'écris ensuite l'égalité entre les matrices jacobiennes, exactement comme tout à l'heure. Je respecte juste chaque matrice jacobienne avec ses nombres de lignes, ses nombres de colonnes. Donc, pour la matrice jacobienne de grand F, ça va être la dérivée partielle de grand F par rapport à U, la dérivée partielle de grand F par rapport à V au point UV. Pour la matrice jacobienne de phi, ça va être la matrice jacobienne de f, pardon. Pour la matrice jacobienne de petit f, ça va être les dérivées partielles de petit f par rapport à la première variable x, ensuite par rapport à la deuxième variable y. Attention, donc je prends ces dérivées partielles au point phi de uv, c'est-à-dire au point u, v sur u. Et je multiplie par la matrice jacobienne de phi que l'on a déjà calculée tout à l'heure. Donc, je fais ce produit matriciel, je vais obtenir deux expressions. Et laquelle, d'après vous, on va utiliser pour résoudre notre équation différentielle? La première en multipliant par U. Oui, bien sûr, c'est la première, parce que je vois tout de suite que dans l'équation différentielle que l'on veut résoudre, j'ai les deux dérivées partielles de petit f qui apparaissent. D'accord? Donc, on va utiliser dans ce système obtenu la première équation. D'accord? Donc, je multiplie cette première équation par U. En multipliant par U, je vais avoir U fois la dérivée partielle de grand F par rapport à U, qui est égale à U fois la dérivée partielle de petit f par rapport à X, moins V sur U fois la dérivée partielle de petit f par rapport à Y. Donc, quand je dis que je vais faire le changement de variable X égale U et Y est égal à V sur U, je vais avoir exactement l'équation différentielle que l'on me donne. L'équation différentielle que l'on me donne, elle va s'écrire U fois la dérivée partielle de grand F par rapport à U au point UV est égal à 0. Attention, bien sûr, pour tout UV appartenant à R étoile croix R. N'oubliez pas que grand F est défini sur R étoile croix R. Donc, U appartient à R étoile et V appartient à R. Est-ce que vous voyez que là aussi, dans ce cas-là, dans cette équation différentielle que l'on veut résoudre, le changement de variable n'est pas unique? Est-ce que vous voyez que ce changement de variable n'est pas unique, celui qu'on vient de faire? Oui. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on a utilisé, c'est juste la première colonne de la matrice jacobienne, c'est-à-dire on a utilisé le 1 et le moins v sur u au carré. On n'a pas du tout utilisé la deuxième colonne. Donc, pour la deuxième colonne, je pouvais avoir d'autres valeurs différentes
et utiliser aussi un autre changement de variable. D'accord? Donc, le changement de variable, là non plus, il n'est pas unique. On pouvait avoir un autre changement de variable. Bien sûr, je dirais, la seule contrainte quand je fais le changement de variable, c'est que la fonction soit bijective, c'est que le changement de variable aussi ait un jacobien qui est différent de 0. D'accord? Il suffit juste, quand vous calculez le déterminant de la matrice jacobienne, c'est d'avoir un réel qui soit non nul pour que ça soit un C1 difféomorphisme. OK? Bon, donc je reviens à l'équation différentielle que je viens de récupérer en effectuant le changement de variable. Donc j'ai dit, en effectuant le changement de variable x égale u et y égale v sur u, l'équation différentielle initiale, elle va s'écrire u fois la dérivée partielle de grand F par rapport à u au point uv est égal à 0 pour tout u appartenant à R étoile et v appartenant à R. Puisque là, j'ai un produit qui est nul et u appartient à R étoile, donc nécessairement, ceci va entraîner que la dérivée partielle de grand F par rapport à u au point uv est égale à 0. Donc, grand F, qui est une fonction à deux variables, puisque quand vous la dérivez partiellement par rapport à u, vous obtenez 0. Donc, grand F ne dépend que de v. Donc, grand F de uv, en fait, c'est une fonction psi quelconque, arbitrairement choisie, n'importe quelle fonction qui soit de classe C1 définie sur R à valeur dans R. Donc, grand F de uv, c'est psi de v. N'oubliez pas que grand F de uv, c'est petit f au point uv sur u. Donc, conclusion, f de xy, petit f de xy, c'est psi au point x fois y. N'oubliez pas que v, c'est x fois y. Ou psi, c'est une fonction qui est définie sur R, qui est à valeur dans R, de classe C1 quelconque, arbitrairement choisie. Alors, vous êtes d'accord que dans ce dernier passage, encore une fois, ce qu'on avait fait pour passer de petit f à grand F, qu'est-ce qu'on a fait? C'est composé par phi-1. Phi-1, c'est composé avec le C1 difféomorphisme phi-1. D'accord? Voilà, ici, dans ce cas-là, je l'ai détaillé. Donc, n'oubliez pas que comme grand F, c'est petit f rond phi, ceci implique que petit f, c'est f, grand F rond phi-1. Donc, quand j'écris petit f au point xy, c'est grand F au rang phi-1 de xy. Phi-1 de xy, c'est la fonction x fois y. D'accord? Et grand F au point x fois y, c'est exactement, on a dit, psi au point xy. OK? Bon. Alors là encore, bien sûr, une fois que vous avez obtenu ce résultat, vous pouvez vérifier sur vos brouillons qu'il s'agit bien de la fonction souhaitée. C'est-à-dire, je vais faire quoi? Sur mon brouillon, qu'est-ce que je vais faire? Je dérive partiellement petit f par rapport à x, ça donne quoi? Y psi prime de xy. Oui. Donc, quand vous dérivez partiellement par rapport à x, ça va donner y fois la dérivée de psi au point xy. Et quand vous dérivez par rapport à y, la fonction petit f, quand vous la dérivez par rapport à y, partiellement par rapport à y, ça va vous donner x fois psi prime au point xy. Donc, quand vous revenez
à l'expression de l'équation différentielle. Quand je fais x fois la dérivée partielle de f par rapport à x moins y fois la dérivée partielle de f par rapport à y, je vais avoir x fois y psi prime au point xy moins y fois x fois psi prime de xy et ça donne bien 0. Vous voyez? OK? Donc, ayez toujours le réflexe de vérifier à la fin que vous avez bien obtenu le bon résultat, que vous avez bien obtenu la bonne fonction petit f, solution de l'équation différentielle. D'accord? Alors, donc vous avez, avec ces exemples-là, vous avez compris comment on fait un changement de variable. On a vu, bien sûr, le changement de variable en coordonnées polaires à part. Et puis là, vous avez les changements de variables dans le cas général. Vous avez aussi compris, j'ai bien insisté sur ça, comment on trouve le changement de variable. Donc, comment en fait, dans le cas général, je fais un changement de variable, il suffit juste de noter, par exemple, les coefficients de la matrice jacobienne, il suffit juste de les noter, par exemple, A, B, C et D. Vous faites le produit matriciel en effectuant le changement de variable et vous regardez quelles sont les valeurs de A, B, C et D qui vous conviennent. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez trouver vous-même ce changement de variable. On va s'arrêter juste 4 minutes en commençant le chapitre 3. D'accord?